tu peux pas tricher sur le long terme. Tu peux pas te forcer à faire un job qui te plaît pas intrinsèquement. À un moment donné, il y a un déclic et tu finis par choisir toujours naturellement le job qui te correspond. Alexandre Salem, j'ai 37 ans, je suis franco-égyptien, je suis basé à Londres depuis 7 ans et demi et depuis l'ESSEC j'ai vécu dans une dizaine de pays, mais j'ai fini par m'installer à Londres. J'étais un AST, j'avais étudié auparavant à Sciences Po Bordeaux et j'avais fait des études de droit. Et j'avais eu mon diplôme à Bordeaux en 2008, ce qui était vraiment le pic de la crise des subprimes. Donc la situation sur le marché du travail était très défavorable et donc je me suis dit la situation est peut-être favorable pour continuer à étudier. J'ai postulé aux écoles de commerce et ce qui a fait que j'ai pris l'ESSEC, c'était l'opportunité d'avoir l'apprentissage pour financer l'école de commerce. Il y a deux associations dans lesquelles j'étais vraiment investi. Il y avait d'un côté Sine Qua Non, parce que le cinéma ça a toujours été une passion, à la fois en tant que spectateur, mais aussi j'ai essayé pendant l'ESSEC de comprendre un peu ce qui se passe derrière la caméra. Et l'autre association dans laquelle j'étais un peu investi, c'était les Mardis de l'ESSEC. Donc je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque ils étaient très actifs et j'en ai gardé des très bons souvenirs. J'ai vu l'ESSEC comme une opportunité d'essayer plein de petites choses. Donc j'avais fait des cours d'entrepreneuriat, j'avais fait des cours de corporate finance. J'avais jamais fait de comptabilité de ma vie, donc j'ai dû apprendre les bases, comment lire un bilan, comment lire un compte de résultats. J'ai fait des cours de publicité, j'avais fait des cours de littérature anglo-saxonne, dont j'ai des très bons souvenirs. Donc oui, ma vision c'était vraiment d'avoir le cursus le plus généraliste possible pour ensuite pouvoir faire un choix professionnel plus informé. J'ai fait un échange au Canada, donc à l'université de York, donc c'était l'école de commerce de Schulich. J'ai passé 6 mois là-bas et j'ai aussi commencé à travailler à BNP Paribas. Donc pour financer mes études. J'avoue que c'était un peu par défaut. L'idée c'était d'avoir un job, encore une fois, qui ferme pas de porte, tout en finançant mes études et d'avoir l'opportunité de me faire un réseau que je puisse utiliser après pour potentiellement pivoter dans d'autres secteurs. Alors j'ai fait mon apprentissage, j'avais l'opportunité de rester en CDI au sein de BNP Paribas, mais pendant l'apprentissage j'avais envie de plus voyager. Donc j'ai commencé à envoyer des CV au Moyen-Orient et au bout d'un an d'apprentissage, j'ai eu une offre d'emploi en CDI pour rentrer chez Booz & Co, qui est un groupe de conseil en stratégie qui depuis a été intégré au sein de PwC, ça s'appelle maintenant Strategy End. Mais l'idée c'était de rejoindre Strategy End, enfin Booz & Co à l'époque, au bureau du Caire. Donc je suis moitié égyptien et donc j'avais envie de retourner dans la région pour améliorer mon arabe. Et aussi c'était une région économiquement qui était beaucoup plus dynamique. J'avais l'impression que je pouvais avoir une évolution de carrière plus rapide. Je suis resté malheureusement qu'un an à cause de facteurs exogènes. Donc il y a eu le printemps arabe qui a un peu fait changer les choses. Donc à un moment donné, la situation géopolitique était trop incertaine. Donc je suis resté chez Booz & Co, mais j'ai dû être transféré au bureau de Dubaï où je suis resté 1 an et demi de plus. J'arrive à la fin de ma vingtaine et je me rends compte que ces métiers, banque, conseil, où il y a beaucoup de clients, où le rythme est très soutenu, où il y a des rythmes de travail qui sont extrêmement intenses, ça ne me convient pas forcément. Je me rends compte aussi en tant que consultant que j'ai une affection particulière pour les sujets médias, créatifs. Et je me dis, j'ai envie de rentrer en Europe. J'ai envie d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée et j'ai envie de rentrer dans ce secteur créatif au sens large. Et donc je prends une pause d'1 an pour faire un MBA à l'INSEAD à Fontainebleau et je vois ça comme une parenthèse pour un peu redéfinir mon plan de carrière. Et donc pendant cette année-là, je rencontre beaucoup de gens dans ces secteurs créatifs, donc cinéma, télé, musique, mais aussi jeux vidéo.
Donc c'est en avril ou mai, je me rappelle, il y a le COO de l'époque de King, le développeur de Candy Crush, qui vient sur le campus de Fontainebleau. Et de fil en aiguille, en fait, je fais un stage pendant l'été 2014 chez King, qui se passe très bien. Et donc j'ai rejoint le groupe King à Londres en janvier 2015. King, il y a eu une histoire qui a été pleine de rebondissements de façon positive. Donc, avec le succès de Candy Crush, on a fait notre IPO. Donc, on est devenu coté en bourse aux États-Unis. Ensuite, on a été racheté par Activision Blizzard. Et j'ai vu toute cette évolution-là. Mais à la fin de 2017, j'ai commencé à trouver des opportunités intéressantes pour évoluer ailleurs. Et donc en début 2018, j'ai rejoint Google, Alphabet maintenant, pour gérer la partie gaming de YouTube en Europe et au Moyen-Orient. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans et demi. Et j'ai ensuite rejoint Huawei, le groupe chinois de télécom et de tech, pour gérer au niveau global leur vertical gaming. Donc il s'agissait vraiment d'aller chercher les plus gros publishers et développeurs pour les inviter à constituer un troisième pôle, une troisième plateforme, donc en plus de Apple et de Google, pour pouvoir distribuer des jeux vidéo. Et donc ça a été une aventure extraordinaire parce qu'on est passé de zéro à presque un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2 ans. Et donc il a fallu constituer les équipes ex nihilo, mettre en place des process. Donc c'était vraiment entrepreneurial paradoxalement parce que Huawei c'est un groupe immense, c'est 200 000 employés. Mais cette activité-là, il s'agissait de vraiment tout mettre en place du jour au lendemain. Alors chez Google, c'était un poste régional et Google est une machine très huilée, surtout par rapport à la vertical gaming, donc tout était déjà structuré et j'étais juste un maillon dans une chaîne beaucoup plus complexe. Chez Huawei, c'était un rôle beaucoup plus entrepreneurial où j'avais beaucoup plus d'impact dans le sens où je devais tout mettre en place. Il fallait mettre en place des équipes, des process, des objectifs. Aussi créer des deals qui n'existaient pas avec les gros éditeurs mondiaux. Donc on a signé des deals avec Playrix, avec Ubisoft, avec Voodoo, donc des gros noms dans le jeu vidéo. Donc il y avait une impression d'avoir un impact beaucoup plus important, même si c'était une période beaucoup plus disons problématique dans le sens où j'ai rejoint Huawei alors qu'il y avait une guerre commerciale qui commençait entre les États-Unis et la Chine, ce qui avait des implications en termes de PR, en termes de marketing. Donc il a fallu faire avec un contexte qui n'était pas forcément facile, mais en tout cas, oui, j'avais clairement un impact plus grand. J'ai rejoint le groupe Stillfront en février cette année. On a un siège qui est à Stockholm. On est composé de 22 studios, des studios de jeux vidéo, à la fois en mobile, en console, en PC. On est coté en bourse au Nasdaq de Stockholm. Et notre stratégie, c'est de racheter des studios qui sont déjà rentables avec un business plan, avec un produit qui est mature et d'accompagner ces studios pour les aider à croître encore plus. Donc typiquement, on rachète des studios qui ont au moins 2 ou 3 produits qui ont déjà eu un succès commercial. Donc j'ai une double casquette. D'un côté, je suis dans un rôle où j'aide à gouverner 7 de nos studios. Et mon deuxième rôle, c'est je suis le point de contact au niveau du groupe entier vis-à-vis des plateformes de jeux vidéo où on distribue nos jeux, donc Facebook, Google, Apple, Netflix, Steam, etc. Le jeu vidéo, ça stimule nos capacités cognitives, ça aide à créer du lien social. Il suffit d'aller dans un café, je vais souvent au Moyen-Orient, si tu vas au Caire, à Damas, les gens passent du temps énormément à sociabiliser, à rencontrer les gens à travers le jeu. Et il y a aussi un côté, tout simplement se divertir. On a vu ça pendant le Covid, les gens ont passé beaucoup plus de temps à jouer aux jeux ou aux jeux vidéo pour se divertir. Mais surtout, un point qui est très important pour moi, pour expliquer le succès universel du jeu vidéo, c'est le fait que ça offre une espèce de catharsis, bien souvent, pour résoudre des problématiques interpersonnelles. Il y a 40-50 ans, Kissinger avait réussi à établir une espèce de paix précoce entre la Chine et les États-Unis à travers un match de ping-pong. Et je pense que le jeu vidéo, ça crée des ponts un peu similaires.
Encore une fois, j'ai grandi quelques années au Moyen-Orient et souvent le jeu vidéo est une espèce d'égalisateur, c'est-à-dire qu'en jouant à Pokémon ou à FIFA, ça peut sembler très trivial, mais à travers le jeu, c'est une expérience de l'égalité parce que quand tu joues à un jeu avec quelqu'un d'autre, tu reconnais la légitimité de cette autre personne et tu te mets aussi d'accord sur l'existence de règles du jeu. Et je pense que c'est un premier pas en général pour établir des relations interpersonnelles qui sont plus positives. Deuxièmement, tout simplement en tant qu'employé, quand tu vas dans une société de jeux vidéo, en moyenne, par rapport aux autres secteurs que j'ai explorés précédemment, il y a un niveau de passion et d'engagement qui est beaucoup plus élevé. La troisième qualité de ce secteur, pour moi en tout cas, c'est le fait que c'est un secteur qui se réinvente en permanence. Donc il y a 20 ou 30 ans, l'usage principal, le modus operandi principal du jeu vidéo, c'était à travers le PC. Après, c'est devenu les consoles. Et aujourd'hui, c'est clairement le mobile qui a la part de marché la plus importante. Et aujourd'hui, personne n'est capable de deviner quelle sera la prochaine plateforme. Il y a des gens qui font le pari que ce sera de la réalité virtuelle, d'autres la réalité augmentée, d'autres ce qu'on appelle le cloud gaming, donc c'est un peu le Netflix du jeu vidéo. Et c'est ça qui est excitant sur le jeu vidéo. On sait que c'est une espèce d'engagement universel qui est très massif, qui est très mainstream, mais personne n'est capable de faire le pari de ce que sera la plateforme de demain. Et je trouve que c'est très excitant de faire partie d'une industrie qui se réinvente comme ça en permanence. On voit que même les experts les plus chevronnés se sont souvent trompés sur le jeu vidéo. C'est une industrie qui est extrêmement difficile à prédire. Donc il y a quelques tendances de fond. Il y a le fait que les pays en développement de plus en plus ont accès à des logiciels et à de la data, à du hardware de bonne qualité. Donc le nombre de joueurs est en augmentation soutenue dans ces marchés-là. Oui, donc l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, c'est des marchés qui sont en pleine croissance. Il y a des opportunités de localisation des franchises globales dans ces régions-là pour créer du contenu qui est non seulement dans les langues locales, mais aussi qui est localisé en termes de contenu, de marketing. Donc ça, c'est une première tendance que je vois clairement. Une deuxième tendance aussi que je vois, en tout cas dont je vois les prémices et en laquelle je crois, c'est l'idée que le jeu vidéo est en train de se transformer. C'est-à-dire que d'une activité qui était un produit, quand on était adolescent, disons, on allait acheter une boîte qui avait le jeu vidéo dedans, c'est devenu un service. Donc aujourd'hui, l'essentiel du jeu vidéo sur mobile, c'est du free to play. Donc tu n'as même pas besoin d'acheter, tu télécharges un jeu gratuitement et tu peux très bien avoir une expérience de joueur sans jamais payer. Et l'étape d'après, c'est le jeu vidéo qui devient une espèce de réseau social. Donc c'est des expériences comme Fortnite, Minecraft, où beaucoup de joueurs jouent, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aussi dans ces jeux pour avoir d'autres types d'expériences. Dans Fortnite, il y a des gens qui y vont juste pour parler avec leurs amis, il y a des gens qui y vont pour avoir des discussions de nature professionnelle. Donc je sais qu'il y a des fonds de VC qui se rencontrent à travers Fortnite. Donc le jeu vidéo est en train de se répandre et d'englober en fait d'autres types de verticales. Il y a des musiciens qui vont se produire sur Fortnite. Il y a des compétitions d'e-sport qui se produisent sur YouTube et sur Twitch. Donc oui, la deuxième tendance de fond, c'est vraiment le jeu vidéo qui finit par phagocyter d'autres verticales créatives. Si une personne est passionnée, quel que soit le contexte économique, l'écosystème, les facteurs exogènes, je pense que ça reste mon conseil de faire le saut, de plonger. Et en général, sur la longue durée, je le remarque sur mon réseau d'anciens, les gens qui sont épanouis au travail, ça a aussi un lien, un effet sur leur impact dans leur travail, parce que tu ne peux pas tricher sur le long terme, tu ne peux pas te forcer à faire un job qui ne te plaît pas intrinsèquement plus de 3-4 années. Et on le voit en général, il y a beaucoup de gens comme moi qui font le choix un peu par défaut à la sortie de l'ESSEC pour se former parce qu'ils n'ont pas trop une idée très prédéfinie de ce qu'ils veulent faire. Mais à un moment donné, il y a un déclic et tu finis par choisir toujours naturellement le job qui te correspond.